Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes amiral, vous êtes aujourd'hui dans la réflexion, dans la conceptualisation et vous êtes stratégiste. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que vous aimez à dire être stratégiste, c'est monter en haut de la colline et regarder le monde se dérouler devant soi. Oui, voilà, en fait, je tiens assez cette expression pour dire que je me dégage des passions, que je fais, comme tout le monde, des observations, je calcule des rapports de force et j'imagine les évolutions que vont donner ces rapports de force. C'est donc une vision dépassionnée des choses à partir d'éléments factuels d'où je tire des rapports de force et donc des logiques qui vont se dérouler sous nos yeux. Dans un monde marqué par un degré d'imprévisibilité considérable, comment peut-on aujourd'hui être sûr de son jugement et des analyses? Alors, on n'est jamais sûr, ça c'est une certitude, c'est la seule certitude, c'est qu'on n'est jamais sûr de ce que l'on voit. Et donc, d'abord, il faut vérifier les faits qui sont sous nos yeux, et ensuite essayer de trouver les continuités, les causalités. Telle situation va produire tel effet parce que l'histoire nous l'a enseigné, ou parce que les hommes portent, au fond, dans l'histoire, ce qui compte, c'est les hommes. Les hommes portent au fond d'eux-mêmes un certain nombre de réalités, et notamment des frustrations, des envies, des tensions, et ils les portent à travers toute leur vie. La seule chose qui est sûre dans l'histoire, c'est que les hommes portent avec eux tout cela, des passions, et qu'il faut regarder comment ces passions vont s'organiser pour des frictions, des compétitions, voire des conflits. Bertrand Badi a fait un livre justement sur le sujet qui s'appelle La diplomatie des humiliés. C'est-à-dire qu'on est le produit de ses blessures, de ses frustrations et de ses souffrances. Oui, alors moi, je ne crois pas beaucoup au mot humilié qui est à regarder dans un contexte qui est beaucoup trop culturel. L'humiliation n'a pas le même sens en Afrique du Sud, n'a pas le même sens en Asie, n'a pas le même sens dans le monde chrétien ou dans le monde musulman. Donc l'humiliation n'est pas le mot qui me plaît le plus. Oui, Je oui. dirais, oui, parce que c'est un mot qui a une consonance quelque part un peu religieuse. Non, moi je crois qu'il y a des gens fragiles, il y a des gens qui portent des désirs de vengeance, il y a des gens qui sont mal à l'aise dans le monde et qui veulent changer le monde pour qu'il corresponde mieux à leur propre histoire. Voilà, donc je dirais qu'il y a des gens fragiles. Oui. Avant d'aborder, on a plein de sujets à examiner. En tout cas, aujourd'hui, nous avons un cas d'école qui est la guerre de l'Ukraine. Comment aujourd'hui peut-on analyser une guerre en train de se faire, mais où l'on a le sentiment que, en réalité, ça va au-delà d'une guerre d'attrition. Oui, Comment alors, voyez-vous ça? la guerre en Ukraine est une guerre aberrante, aberrante dans le sens qu'il n'aurait pas dû se produire. C'était une réalité qui était perçue depuis longtemps, depuis la fin de la guerre froide. La guerre froide en 1991 va voir euh, tout un système décomposer, et dans ce système, sous le système, on va trouver des décombres, et dans ces décombres, il va y avoir des pays qui vont chercher leur destinée, et il va y avoir de grandes difficultés. Et dès 1991, 90, 91, on voit pointer les risques qui vont conduire à cette guerre qui s'est déclenchée il y a exactement un an. Et donc, depuis 1991, nous avons des doutes sur la réalité. D'ailleurs, ces doutes ont été exprimés clairement par deux analystes que je signale à l'attention de nos éditeurs. Le premier, c'est celui, bien sûr, que tout le monde connaît, qui est paru en France sous le terme Le Grand Échiquier de Brzezinski, qui annonce exactement ce qui se passe sous nos yeux, et qui est donc un livre qui nous dit si la Russie ne peut pas se transformer, eh bien, le risque de l'Ukraine sera grand. Et puis le deuxième livre, ça c'est en 1997, c'est donc une prédiction d'un analyste américain qui connaît bien l'Europe, puisqu'il est originaire d'Europe, il est polonais. Et l'autre analyste qu'il faut regarder de près, c'est celui qui, en 2008, il s'appelle Yevgeny Primakov, il va nous dire le monde sans la Russie. Et le monde sans la Russie, c'est un monde qui ne peut pas marcher. Et vous avez besoin de la Russie dans vos équilibres et prendre la Russie, j'allais dire, dans le concert européen. Et donc les deux nous disent attention, attention. Et depuis 1991, nous avons eu des tas d'avertissements, des tas de difficultés, des tas de tensions qui débouchent de façon absolument stupide aujourd'hui, mais aberrante, mais en même temps compréhensible, prévisible, sur la guerre que nous connaissons sous nos yeux. Mais qu'est-ce qui explique on a tous les outils, toutes les informations, presque cet autisme permanent est dû à quoi? Vous qui êtes Alors l'autisme, dans il est l'éveil. de côté, je vais vous dire.
parce que ceux qui savaient tout cela n'ont pas pris le temps et le soin de regarder quels étaient les besoins de sécurité les uns des autres. La sécurité, on le disait très bien dans les années 90, est indivisible. C'est quelque chose qui fait qu'il faut s'intéresser à ses voisins pour savoir quelles sont leurs inquiétudes et pour pouvoir les intégrer dans un plan général de stabilisation, de cohabitation pacifique. La cohabitation, c'est ça, je dirais, la raison des gens forts. La tension, c'est ce qui est la fragilité des gens qui veulent conquérir ou reconquérir un espace de souveraineté. La question de la souveraineté est une question essentielle. Vous attachez beaucoup d'importance à ce qu'on appelle la planification stratégique. Comment peut-on faire de la planification stratégique? Quelle est la méthode? Et surtout, on a envie de comprendre est-ce que vraiment c'est pas, est-ce que c'est pas une manière de se faire plaisir en partant d'une certaine façon sur les tendances qu'on a, mais qui malgré tout méconnaît une dimension de la réalité insaisissable. La planification stratégique, c'est la prise en compte de tous les phénomènes que l'on a sous les yeux. Et donc, pour les ranger dans un plan et dans une vision d'ensemble. Et la planification stratégique, c'est un exercice très difficile, je l'ai souvent évoqué, parce que de toute façon, si on n'a pas une bonne connaissance des paramètres qui permettent à un pays d'organiser son destin, eh bien, on ne peut pas y arriver. La planification stratégique, c'est au fond ranger dans un ordre logique et cohérent toute une série de facteurs, ses intérêts, ses valeurs, ses responsabilités, ses atouts, ses faiblesses, ses partenariats, et regarder comment tout ça peut s'organiser pour pouvoir gérer à la fois une compétition qui soit harmonieuse, suffisamment harmonieuse, et en même temps qui permette à un pays d'aller dans la direction qu'il se choisit. Comment non pas s'imposer aux autres, mais faire comprendre aux autres quels sont ces paramètres fondamentaux. Aujourd'hui, nous ne savons plus faire cela. C'était facile pendant la guerre froide parce qu'il y avait un parapluie nucléaire qui nous obligeait à nous parler. À la fin de la guerre froide, chacun a repris son chemin et a cru qu'il pouvait à nouveau faire valoir ses intérêts. Ça a été particulièrement vrai aux États-Unis d'Amérique qui se sont petit à petit isolés de la scène mondiale. Après avoir été l'hyperpuissance, ils sont devenus la puissance qui défend ses intérêts quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Et ils nous ont un petit peu entraînés dans cette situation d'autant plus facilement qu'il y avait deux challengers, les Russes et les Chinois, qui avaient assez peut-être de cette domination occidentale sur le monde et qui en contestaient le bien fondé, qui voulaient reprendre une partie de leur autonomie stratégique. Voilà, c'était ça le champ d'investigation que nous avions. Et nous pensions que la guerre vieille manière était impossible. Eh bien non. Pourquoi? Parce que nous avons rencontré de l'autre côté de la barrière une Russie qui était extrêmement frustrée, qui avait lancé l'état d'avertissement et nous n'avions pas écouté la réalité de ces frustrations. Et donc nous sommes arrivés à un point d'impasse et au moment de la fin de l'année 2021, il y a un qui a dit « pousse, j'arrête, j'ai compris, vous voulez la guerre, on va la faire ». On a envie de voir avec vous, puisque vous connaissez aussi l'Afrique, quels sont les effets de ce qu'on observe et ce nouvel ordre mondial qui est en train de naître. Ça, il mettra du temps dans cette phase de transition. Mais comment voyez-vous, comment rendre intelligible ce monde en train de naître? Alors je crois que pour ça, il faut revenir à quelques fondamentaux que nous ne connaissons pas assez bien. Le monde est soumis à 4 défis extrêmement importants que nous ne connaissions pas assez, nous n'avions pas assez travaillé, chacun étant parti dans sa propre planète à défendre ses intérêts. Nous avons quelque chose qui est considérable, que nous n'avons absolument pas vu. Hichem et moi, nous sommes nés à peu près au même moment, et bien depuis que nous sommes nés, la planète a triplé, la population de la planète a triplé. Et c'est un phénomène majeur qui emporte tout, j'allais dire, dans la compréhension du monde. Nous avions 4 défis à affronter, et le défi de la démographie est peut-être le plus important, car il dessine une nouvelle géopolitique, une nouvelle géostratégie du monde, avec des pleins et des vides. Et l'Afrique, on le sait bien, est l'un des moteurs de cette révolution démographique que nous avons sous les yeux. L'Afrique, dont la population va tripler en l'espace d'un siècle, et donc qui va être le continent le plus peuplé bientôt. Et donc, de ne pas prendre en compte cette réalité, c'est une aberration. De ne pas prendre en compte aussi l'idée que nous avons un espèce de défi à relever, un défi qu'on appelle écologique, qu'on met sous le terme du réchauffement climatique, mais qui plus globalement est un défi de la haute technicité, un défi du contrôle de l'homme sur la planète. Le contrôle, j'allais dire,
thermodynamique de l'homme sur la planète. Et ça, c'est quelque chose qui nous a fait peur, c'est quelque chose qui nous a tous bouleversés. Par exemple, l'affaire de Fukushima est quelque chose de terrifiant, car nous avons une énorme peur qui se répand sur toute la planète et le contrôle du climat va devenir une sorte de mission mondiale. Et donc, de tout ça, ça crée beaucoup de difficultés. Nous avons peur du progrès, nous avons peur de manquer, et nous avons, j'allais dire, une sorte de tension négative sur la planète qui va s'exprimer partout. Cette tension, d'ailleurs, on va la retrouver également dans l'Église catholique avec quelque chose comme le pape François porte actuellement sur le respect de la nature, le respect de l'écologie humaine aussi. Puis vous avez un troisième défi qui est à la fin de la guerre froide, on se dit, ça y est, la mondialisation, c'est parti, tout le monde va en profiter, tout le monde va être heureux, et il suffit de s'abonner comme client à tous les grands marchés du monde, et au fond, on sera tous pris en compte par une sorte de consumérisme total. Et tout ça, ça n'a pas bien fonctionné. Et tout ça, c'est ça la raison qui est aujourd'hui à la racine du grand tremblement de terre stratégique que nous connaissons. Alors, peut-être il faut s'interroger sur les acteurs qui vont dominer le monde, mais peut-être un mot, comme vous le dites si bien, vous êtes un stratégiste. Comment analysez-vous les deux rapports de la CIA sur l'état du monde, mais vu du côté américain? Comment analysez-vous toutes ces informations qui sont utiles, mais orientées un peu dans l'approche américaine? Oui, mais l'approche américaine nous décrit un monde qui serait ordonné autour d'une vision d'ensemble qui serait que d'un progressisme dans les États-Unis serait le promoteur. Nous serions tous derrière des États-Unis qui sont en avance sur la marche du monde et qui nous entraînent dans le sillage d'une grande prospérité collective. C'est un grand rêve classique, mais ce n'est pas le rêve de tous les pays du monde, car tous n'ont pas la même dynamique, la même géoculture. Et donc, les Africains, puisqu'on parlait d'Afrique, les Africains ne rêvent pas nécessairement de devenir des Américains. Les Chinois ne rêvent pas nécessairement, ou les Asiatiques ne rêvent pas de devenir comme des consommateurs comme les Américains. Et donc, il y a l'idée de l'universel qui est en jeu. C'est une idée philosophique, mais les rapports de la CIA portent un universel américain qui serait une mise à disposition de tout le monde d'une société qui serait parfaitement pacifiée par le consumérisme. Mais ça, ce n'est pas, je dirais, le moteur de toutes les civilisations qui sont sur la Terre. La question de fond, c'est cette question, vous me permettrez, philosophique de l'universel. Y a-t-il plusieurs voies pour parvenir à une forme d'équilibre sur la planète? Je le pense. Le leadership à l'américaine, l'harmonie à la chinoise sont deux versions qui sont aujourd'hui incompatibles et qui d'ailleurs s'opposent idéologiquement de façon très forte. Et puis, il y a des pays qui veulent rester à l'abri de tout cela. Le continent africain, avec son 1,2 milliard d'habitants qui va vers 2 milliards assez vite, le continent africain n'est pas nécessairement obligé de suivre une voie ou l'autre. Il peut avoir sa propre voie et il faut l'aider d'ailleurs à rééquilibrer les rapports entre les pays puissants, ces impériums chinois et américains. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut parler vraiment d'une Afrique unique? Il y a en réalité, quand on est sur le terrain, il y a des Afriques, il y a des réalités différentes, mais peut-être il y a une dimension, c'est que c'est un continent où tout est à faire, et surtout avec des faiblesses de celui qui commence à un peu se frayer son chemin. C'est-à-dire quelles sont les forces centrifuges capables de contrarier le projet d'une Afrique mature et allant vers sa modernité? Alors, la modernité de l'Afrique se fera de façon, je dirais, plurielle. Elle ne se fera pas de façon unique. Car je crois que si l'on regarde l'Afrique, si vous regardez l'Afrique du Nord, celle qui regarde vers le nord, qui regarde vers la Méditerranée, l'essentiel, j'allais dire, de son regard porte là. Si vous prenez l'Afrique de l'Est, l'essentiel de son regard porte vers l'Inde. Et c'est là qui est son modèle. Et d'ailleurs, plus globalement, si vous me permettez, je pense que le modèle de l'Afrique, c'est plutôt le modèle de l'Union indienne que le modèle de l'Union européenne. Et quand l'UA copie l'Union européenne, je pense qu'elle se trompe, elle ferait mieux de copier l'Union indienne qui gère, administre 1,4 milliard de personnes. Et donc, il y a là peut-être un modèle dont la pluralité est plus proche des nécessités africaines. Et je continue mon tour d'horizon. L'Afrique de l'Est regarde vers l'Inde, l'Afrique de l'Ouest regarde vers le Brésil, regarde vers l'Ouest.
Et puis, vous avez l'Afrique du Sud, qui est un isolat, qui est dans une sorte de continent, je dirais, du Sud, des hémisphères Sud, qui, avec l'Australie, a un certain nombre de relations. Tout ceci s'est lu dans les BRICS très bien. Les BRICS, vous savez, ces puissances dites émergentes ou réémergentes qui ont cherché à trouver leur point d'accord sur une façon non pas de contester les autres systèmes, mais d'apporter, je dirais, leur nécessité sur la table des négociations. Euh, Vous suivez, j'imagine, la politique africaine de la France. Comment appréciez-vous on sent qu'il y a un malaise, un véritable malaise, une difficulté, alors que la France a une des meilleures expertises du monde par sa connaissance des réalités, des ethnies, de toute la complicité africaine. Et comment peut-on en arriver là? C'est dû à quoi? Oui, ça c'est une question que je me pose autant que vous et dont j'allais dire, je souffre, bien que le stratégiste ne souffre pas, il observe, il regarde et il mesure. Mais je comprends assez mal qu'on en soit arrivé là. Je pense que nous avons commis un certain nombre d'erreurs dans la compréhension des phénomènes que nous avions sous les yeux. Nous avons voulu aussi, peut-être d'une certaine façon, apporter trop d'aides qui étaient des aides générales et globales, alors qu'il fallait apporter des aides spécifiques et dédiées. Je pense que le développement était plus important que le reste. Je pense qu'il manque des routes à travers toute l'Afrique. Je pense qu'il manque de l'électricité. Je pense qu'il manque tous les outils de développement. Mais il faut que le développement africain, et la France y a participé tant qu'elle l'a pu, soit fait par les Africains eux-mêmes. Et donc, l'idée qui était bonne, je crois, c'était l'idée de faciliter, de favoriser des sous-régions qui s'administraient collectivement en fonction de l'histoire, la géographie et la culture des différents pays qui s'y trouvaient. Mais nous avons buté là sur un problème de fond qui est la relation entre le peuple et le territoire, qui est un problème finalement d'identité et de la souveraineté. J'ai beaucoup travaillé, comme beaucoup de Français ces dernières années, sur la question du Sahara, la question du Sahel, et nous savons à quel point il y a là une difficulté qui est peut-être des origines dans l'administration coloniale du temps français, qui a laissé derrière elle des frontières qui n'étaient pas viables et qui ne correspondaient pas à une réalité géopolitique. Et donc, faut-il que l'État africain passe par l'idée d'État-nation? Je ne le crois pas. Je crois que l'idée d'un État africain est inventée par les Africains eux-mêmes et je pense qu'elle sera différente entre le Kenya et le Sénégal et qu'il faut accepter cette différence qui correspond non pas seulement à une culture politique, mais également à des nécessités. Je crois que les questions des migrations en Afrique sont mal perçues, mal comprises. L'Afrique a les moyens de son développement, j'en suis absolument convaincu, les moyens humains, les moyens matériels, il lui reste à trouver le modèle politique qui lui conviendra le mieux et peut-être à le décliner très largement en différentes formules. Pour le stratégiste que vous êtes, comment vous intégrez la dimension conflit, guerre et autres crises dont l'analyse, c'est que comment introduire cette notion qui pèse de tout son poids, mais aujourd'hui on semble admettre le fait qu'il faut faire avec. Alors, je pense que la conflictualité a complètement changé depuis la fin de la guerre froide. La conflictualité du monde a complètement changé. On avait assisté pendant la guerre froide à une sorte de guerre impossible et peu probable. Aujourd'hui, la guerre avait commencé à se structurer autour d'éléments qui étaient non militaires. J'ai l'habitude de parler d'espace fluide et d'espace strié. C'est une référence politique et ancienne, ouais. Mais tout ce qui est fluide est non administré sur notre planète. Je pense à l'espace sidéral, on vient de le voir avec les ballons là. Mais je pense aussi à la monnaie, je pense à tout ce qui est les espaces normatifs, les espaces culturels, les espaces religieux. Il y a beaucoup d'espaces, les océans, tout ça, c'est ce qu'on appelle les biens communs. Et ce n'est pas vraiment administré, c'est laissé à la bonne marche des différents participants, des différents riverains de ces espaces fluides. Et au fond, ça ne marche pas très bien parce que là, toute la conflictualité du monde, c'est déplacer des guerres habituelles, des guerres pour les territoires, vers ces espaces fluides, pour les dominer, pour s'assurer de leur richesse, et au lieu de coopérer. Alors que nous pensions à la fin de la guerre froide que nous allions coopérer dans tous ces communs. Or, ces communs se sont fait approprier par tout le monde et chacun y a trouvé l'occasion de mettre la main sur des richesses. Et donc, la culture de la confrontation existe, la culture de la compétition existe et les richesses existent. Et donc, chacun cherche à se les assurer. Peu de sociétés au monde cherchent à les partager.
Un autre point de la conflictualité que je voudrais indiquer, qui est celui que les États ne sont plus les seuls maîtres de la conflictualité. Les États partagent avec des tas d'autres opérateurs supraétatiques ou infraétatiques la possibilité d'intervenir dans la gestion Oui, des conflits. j'allais dire, en fait, les acteurs non étatiques qui jouent un rôle capital et qui sont en concurrence avec les États et parfois l'envie de court-circuiter les États. Ah ben bien sûr, les États doivent composer avec d'autres opérateurs très puissants. On a vu les richesses accumulées pendant cette période du Covid et les richesses qui sortent actuellement sur le devant de la scène avec l'inflation mondiale. Il y a des richesses énormes qui se constituent et qui permettent à des opérateurs de jouer un rôle décisif dans la conflictualité du monde. J'ajouterais aussi qu'il y a des opérateurs fictifs ou fluides. On sait ce que c'est que la cybersécurité. La cybersécurité, c'est la possibilité pour l'ordinatif de créer une opinion, de créer un mouvement de fond, de faire chuter une bourse. Et donc, vous avez aussi la numérisation du monde, qui est un facteur que je n'ai pas encore évoqué. La numérisation a ouvert des portes considérables à la fois à la transparence politique et économique, mais également à la monnaie. Et donc, vous avez des possibilités de faire changer les rapports de force sur la Terre avec, en un millième de seconde avec ces outils numériques. Et les États, là, ne sont pas capables de gérer cela. Ni d'ailleurs les supra-États, ni les commissions, ni l'ONU, ni toutes ces superstructures qu'on a sorties de la guerre froide et qui n'ont pas de capacité à gérer tout ça. Alors, les opérateurs infra, eux, transversaux, horizontaux, arrivent à gérer ça parce qu'ils ont des visions que je pourrais appeler criminelles. Ils se mettent dans l'illégalité et ils cherchent des profits par des voies criminelles. Il y a une question qui pèse de tout son poids. D'abord, l'ampleur de la corruption et puis surtout l'aggravation des inégalités. Et peut-être ça, comment dans l'équation que vous établissez, quand vous faites les analyses, quelle est la part que vous accordez à cet élément qui véritablement va désincarner ce qu'on vit, les États, les systèmes. Bien sûr, la criminalité organisée, le piratage de la richesse du monde et l'influence que l'on peut tirer de la transformation par l'information du comportement des individus est devenu un sport de haut niveau dans lequel excellent un certain nombre d'acteurs qui d'ailleurs ne sont pas identifiables sous une étiquette. On dit ce sont les Russes, ce sont les Américains, ce sont les Israéliens. Non, ce sont des entreprises privées qui gèrent pour leur propre compte une capacité, une technicité avec laquelle ils sont capables d'intervenir dans beaucoup de dossiers. Et ça, c'est ce que j'appelle la grande criminalité organisée. Et ça, les États sont assez mal outillés pour y faire face. Alors, je crois que dans ce qu'on appelle maintenant, on aime bien appeler le monde hybride, c'est-à-dire le mélange de l'action militaire traditionnelle et puis des rapports de force par d'autres moyens, eh bien, ce monde hybride, on se retrouve avec une inextricable confusion dans lesquelles les États qui sont normalement avec leur légitimité, qu'ils soient autocratiques ou qu'ils soient démocratiques, ont le plus de mal à réagir. Et donc, on est dans une certaine confusion. Et pour trier tout cela, le stratégiste se dit, essayons de trouver des îlots dans lesquels on peut retrouver des logiques de cohabitation pacifique, arbitrée, retrouvant un peu de capacité à vivre ensemble sur des intérêts communs. Et le stratégiste vous dira que la meilleure chose, c'est de se désigner des ennemis communs ou de chercher des canaux permanents de communication pour pouvoir trouver l'endroit où il y a le moins de danger à encourir ensemble. Pour terminer sur une note positive, je sais que vous voulez par tous les moyens vous dégager des contingences et être toujours sur la colline pour nous éclairer. Qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui les éléments d'une ce qu'on appelle une sorte d'espoir et une volonté de passer positivement dans un autre cycle? Alors je crois qu'effectivement nous sommes à la fin d'un cycle. Je crois que les peuples portent en eux des éléments positifs. Je crois que les peuples qui ont commencé à se défier peut-être un peu trop de leurs exécutifs, qu'ils soient autocratiques ou démocratiques, les peuples ont un certain bon sens, surtout les peuples les plus éduqués. Et dans nos sociétés, qu'elles soient celles d'Afrique du Nord ou celles de l'Europe du Sud, nous avons une très longue histoire. Que ce soit les populations chinoises ou les populations russes, les peuples portent un certain bon sens, une historicité
qui les amène à ne pas prendre trop de risques. Et ils sont là, je crois, et c'est peut-être un facteur positif sur lequel il faut compter pour réguler les tensions et les excès de leur mandant. Et donc, je crois que faisons confiance au bon sens des peuples, des vieux peuples en particulier, pour trouver des solutions et limiter les folies d'un certain nombre des dirigeants de notre planète aujourd'hui. Sur ces paroles sages, l'amiral Jean Dufour, je vous remercie d'avoir été avec nous et d'avoir éclairé de votre regard de stratégiste la réalité complexe géopolitique d'aujourd'hui. Merci. Merci, merci Chemnaïch pour cette possibilité pour moi d'exprimer des idées un peu générales. J'en conviens, mais je crois utiles pour la compréhension du monde aujourd'hui. Merci beaucoup. À très Bonsoir. bientôt. Au revoir.